Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans Paris Direct. Voici les titres. En Irak, Haïdar al-Abadi a désormais 30 jours pour former un gouvernement, une mission délicate qui lui a été confiée aujourd'hui par le président Fouad Massoum. Cette décision pousse l'actuel Premier ministre sortant vers la sortie, mais Nouri al-Maliki semble vouloir s'accrocher au pouvoir. Pendant ce temps, les djihadistes de l'EI poursuivent leur avancée. Nous serons dans un instant avec notre envoyé spécial. Recep Tayyip Erdogan renforce encore plus sa suprématie en Turquie. Premier ministre depuis 11 ans, il est désormais le nouveau président du pays. Il a été élu hier dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages. Et puis la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens au Caire. La trêve de 72 heures dans la bande de Gaza conclue hier et pour le moment respectée. L'objectif est maintenant de se mettre d'accord sur un cessez-le-feu durable. Encore de nouveaux rebondissements donc aujourd'hui dans la crise politique irakienne. Le président Fouad Massoum a chargé Haïdar al-Abadi de former le nouveau gouvernement. Une décision contestée par le Premier ministre sortant, Nouri al-Maliki. L'homme espère toujours qu'il se maintiendra au pouvoir pour un troisième mandat. Il accuse d'ailleurs Fouad Massoum de violer la Constitution avec cette décision. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Amir Alfarj. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, porte-parole du mouvement de la citoyenneté irakienne. Alors, Fouad Massoum a chargé Haïdar al-Abadi de former un gouvernement. Est-il l'homme du consensus ? Oui, bonsoir madame. En tout cas, pour la situation actuelle de l'Irak, je pense que les Irakiens ont besoin d'un homme de paix pour rassembler tous les Irakiens. Vu ce qu'on a eu, vu ce qu'il y a en Irak avec la menace des djihadistes qui vient de groupes d'Al-Qaïda et de l'EIL, je pense que l'Irak, vraiment devant un problème majeur, c'est-à-dire c'est l'avenir de l'Irak qui est en jeu. Donc Massoum et le Premier ministre qui va venir, je pense qu'auront des tâches très difficiles pour réunir et aussi garder l'Irak pour les Irakiens, sinon ce sera une catastrophe pour tout le monde. Haïdar al-Abadi, justement, a les moyens de former ce gouvernement et d'apaiser le pays ? Moi, personnellement, je souhaiterais qu'il aura le moyen, mais je pense que ce ne sera pas le cas parce que la culture de M. al-Abadi, c'est une culture religieuse qui n'est pas loin de la culture de M. al-Maliki. Ce sont des hommes qui ont été formés avec une orientation proche de l'Iran, et donc je ne suis pas optimiste. Par contre, je ne sais pas, est-ce que la situation actuelle de l'Irak obligera d'autres gens en Irak, d'autres personnes en Irak pour rassembler les Irakiens, peut-être, mais Fouad Massoum, elle a la capacité, il a un rôle important pour l'Irak, mais je suis un peu pessimiste avec M. al-Abadi parce qu'il y a l'Iran derrière et malheureusement l'Iran a une tâche maléfique en Irak et qu'il y a une part de problème en Irak, ça vient de l'Iran aussi. Une dernière question, pourquoi Nouri al-Maliki refuse de laisser son fauteuil de Premier ministre ? C'est pour ça, vous savez, votre question est très importante parce que la coalition qui gouvernait l'Irak depuis 2003, ce sont des partis, on les appelle l'Alliance nationale. Ce sont des composants chiites formés par les Iraniens. L'Iran a toujours mis l'ordre dans la maison chiite qui gouverne l'Irak. Mais depuis, l'Iran a un problème avec le monde occidental concernant le dossier nucléaire. L'Iran négociait avec l'Occident pour s'en sortir de son problème avec ce dossier nucléaire. Donc, à mon avis personnel, peut-être l'Iran pense maintenant de se retirer de l'Irak et c'est pour ça, je dirais, le désordre actuel dans la maison chiite, peut-être, ça vient d'une absence de l'influence iranienne en Irak qui existait depuis 2003.
Merci beaucoup Amir Al-Farj d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et sur le terrain, les djihadistes de l'État islamique poursuivent leur avancée après 2 jours de combat. Ils se sont emparés de la ville de Jalala, située à 130 km au nord-est de Bagdad. Les frappes américaines ont néanmoins permis aux Peshmerga de reprendre dimanche les villes de Marmour et Gwer. Roméo Langlois, vous êtes notre envoyé spécial à Marmour. Alors pourquoi les combattants du PKK sont-ils venus à Marmour et comment ont-ils repris la ville ? Eh bien, il faut savoir que Marmour est une ville de 10 000 habitants qui est aujourd'hui déserte. Il n'y a que des combattants comme les hommes que vous pouvez voir derrière moi, ces combattants du PKK. Donc Marmour a été fondée par des réfugiés kurdes de Turquie qui fuyaient la répression d'Ankara. Ces réfugiés étaient des sympathisants du PKK. C'est donc tout naturellement que le PKK est descendu des montagnes du nord de l'Irak à la frontière avec la Turquie et qu'il est venu défendre ce qu'il appelle son peuple et reprendre la ville. Les combats ont eu hier, ils ont été très violents. Il s'est agi d'une opération conjointe entre les Peshmerga et les membres du PKK, les Peshmerga étant, je vous le rappelle, les combattants kurdes d'Irak. D'ailleurs, les Peshmerga nous ont confié à plusieurs reprises qu'ils avaient été impressionnés par le courage et par la dextérité au combat des membres du PKK qui mènent la guerre de guérilla contre les forces turques au nord du pays et qui sont donc rompus à ce type d'exercice. Roméo, le PKK est pourtant considéré comme une organisation terroriste. Il combat néanmoins aux côtés des Kurdes et des Américains en Irak. Cet ennemi commun qui est l'État islamique, c'est quand même assez inattendu. Oui, absolument. C'est étonnant, en tout cas inattendu, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas à un paradoxe près dans cette complexe guerre irakienne. Je vous rappelle que l'État islamique combat avec des armes saisies à Mossoul, avec des armes américaines, se déplace dans des blindés saisis à Mossoul, également américains. Donc effectivement, les hommes du PKK sont venus, ils ont combattu auprès des forces du Kurdistan et les bombardements qui ont eu lieu dans la région, d'une certaine manière, leur ont servi. Alors nous étions actuellement avec le commandant militaire de la région donc de Marmour, Tekocher, le commandant militaire du PKK, qui nous disait que selon lui, le PKK ne devait pas être classé comme une organisation terroriste. Il nous disait que selon lui, l'Occident a voulu faire une faveur à la Turquie en classant le PKK comme organisation terroriste. Cet homme nous a rappelé que depuis 2 ans, les membres du PKK combattent en Syrie les djihadistes de l'État islamique et qu'à plusieurs reprises, ils ont essayé d'appeler la communauté internationale à leur aide, qui n'ont jamais été entendus. Cela s'est fait sans succès. Il nous a dit aujourd'hui, donc, nous menons effectivement des opérations conjointes avec les Kurdes d'Irak et ils combattent avec les États-Unis un ennemi commun. Pour conclure, Tekocher, donc ce commandant militaire du PKK, nous disait « ce n'est pas nous qui sommes du côté des États-Unis, ce sont maintenant les États-Unis qui sont de notre côté ». Merci beaucoup Roméo en direct de Marmour. Dans l'actualité également, les États-Unis dans le viseur d'Amnesty International. Selon l'ONG, les forces américaines auraient tué des milliers de civils afghans sans être poursuivis ni avoir donné des compensations à leurs familles. Un rapport cinglant à quelques mois du départ de l'OTAN du pays. La Turquie a un nouveau président. Il s'agit du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Après 11 ans passés à ce poste, l'homme fort du pays renforce ainsi encore plus sa suprématie. Il a été élu hier dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages. Il doit prendre ses fonctions le 28 août. Meryem Amelal. Il est le premier président turc élu au suffrage universel direct. Un premier pas dans l'histoire et un second qui suivra sans doute. Recep Tayyip Erdogan ne sera pas un président protocolaire. Les Turcs ne l'ignorent pas. Il fera basculer le pays dans un régime semi-présidentiel. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la Turquie. Un président actif. Les partisans de l'opposition reconnaissent la victoire du Premier ministre, grand favori. Mais ils espéraient tout de même un second tour. Ce n'est pas une bonne chose qu'il ait été élu dès le premier tour. Ce n'est pas bon pour le pays. Pour nous, il aurait dû être élu au moins au 2e ou au 3e tour. La victoire de Recep Tayyip Erdogan n'est donc pas contestée. Elle est même accueillie avec beaucoup d'espoir. Pour la première fois, les gens ont élu leur président. On espère qu'il y aura un impact positif sur la démocratie, qu'il la renforcera. On espère qu'Erdogan sera un bon président.
On espère qu'il sera un président pour 100% des Turcs et non 50%. Le nouveau président a déjà entamé les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre qu'il nommera sera sans doute un fidèle, qui le remplacera également à la tête du parti l'AKP. Recep Tayyip Erdogan prêtera serment le 28 août prochain. Les négociations indirectes ont repris au Caire. Les Égyptiens vont tenter de mettre d'accord les Israéliens et les Palestiniens sur un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Pour le moment, la trêve de 72 heures qui est entrée en vigueur hier soir est respectée. En tout cas, il s'agit d'un nouveau répit pour les Gazaouis. Beaucoup d'entre eux sont traumatisés par cette guerre. Les Nations Unies tentent de prendre en charge les enfants. Tous les jours, une centaine d'éducateurs et de psychologues se rendent dans les écoles de l'UNRWA chargés des réfugiés palestiniens. Ils organisent notamment des ateliers de dessin. Leur objectif, permettre à ces enfants de chasser leurs idées noires. C'est un reportage de Christelle Bernot et Rafa Aboudaye. Qui sont ces gens qui ont du sang sur eux? Des gens qui ont été tués. Cette jeune fille de 8 ans n'a pas voulu dessiner un soleil car, dit-elle, ici c'est la guerre. Dans cette école des Nations Unies au nord de Gaza, une dizaine d'enfants dessinent ce qui leur passe par la tête. Les croquis sont les mêmes, des gens morts, des avions et des missiles. Tous sont traumatisés par les horreurs de la guerre. Le dessin permet de libérer la parole. L'un de ces garçons, par exemple, a vu des gens mutilés. Il a aussi vu sa mère et son petit frère mourir. La première fois, lorsqu'il en a parlé, on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Mais maintenant, il exprime mieux ses sentiments. Il essaye de faire sortir tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Dans cette classe, les éducateurs se concentrent sur le jeu et l'exercice physique. Il faut chasser la frustration et le stress accumulés par ces enfants, mais aussi leur redonner le sourire. Dessiner, jouer, parler sont des activités qui nous aident à oublier la peur, la panique et la guerre, mais aussi à être heureux. Qu'est-ce que c'est? Une mine, une mine. Dans cet atelier, on fait de la prévention. On apprend aux enfants à ne pas s'approcher des missiles israéliens qui n'ont pas explosé. Des enfants qui ont connu 2, voire 3 guerres pour les plus âgés. Les éducateurs s'inquiètent des conséquences à l'âge adulte. Tous ces problèmes affectent la santé mentale des enfants et la façon dont ils perçoivent la vie. Ils commencent à penser que la vie ne sert à rien et qu'il vaut mieux mourir ou se suicider. D'après les Nations Unies, 400 000 enfants souffrent de détresse psychologique depuis le début de la guerre, mais seulement un quart d'entre eux sont pris en charge. Selon les psychologues, il va falloir des mois, voire des années pour qu'ils guérissent et réapprennent à vivre en sécurité. Ce nouvel afflux de migrants en Italie, la marine a annoncé en avoir secouru plus de 2000 au cours de diverses opérations effectuées pendant le week-end dans le canal de Sicile, le bras de Méditerranée qui sépare l'Afrique du Nord des côtes italiennes. Le total des migrants secourus depuis le 1er janvier est proche désormais des 100 000. L'épidémie de Ebola poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de pays de la région ont donc décidé de prendre des mesures de précaution. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a décidé de suspendre tous les vols vers et depuis les pays touchés, c'est-à-dire la Guinée, la Sierra Leone ou encore le Libéria. Le Libéria qui vient de placer une nouvelle province sous quarantaine. Le pays a décrété l'état d'urgence il y a quelques jours. On passe à l'actualité en France, une actualité plus légère avec cette initiative de la mairie de Paris pour soulager le fameux pont des Arts du poids des cadenas d'amour accrochés par les touristes. Eh bien, les amoureux pourront désormais déclarer leur flamme sur la toile plutôt que sur la scène. L'idée, en fait, c'est de poster des selfies de couple avec le hashtag Love Without Locks, un amour sans cadenas. En juin dernier, une grille du pont des Arts avait cédé sous le poids de ces cadenas. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce lundi. En Irak,